Elle arriva seule au volant d'une luxueuse conduite intérieure. Le gardien de la villa l'attendait, impatient depuis des heures, la guettant dans la grisaille de ce crépuscule de décembre. Le vent d'hiver lacérait de plaintes agressives cette petite ville balnéaire des côtes du Nord, déserte et d'allure méchante comme en affectent les lieux aigris par l'abandon saisonnier. Elle descendit la vitre et se fit connaître. Sa voix était douce, harmonieuse, mais feutrée par une grande tristesse. Elle demanda aussi qu'il l'excusât. Troublé, aimable à contre-cœur, le gardien répondit qu'attendre faisait partie de son métier. Il en avait l'habitude, qu'il n'y portait plus attention, et il s'empressa de lui ouvrir la portière. Mais, en voyant sortir l'arrivante, il fut saisi de méfiance. Si elle était majestueuse, couverte d'une riche fourrure dont la houppelande lui recouvrait la tête, son visage presque entièrement dissimulé sous un châle noir ne laissait entrevoir que ses yeux, éperdument fixes et absents. Pour lui, les gens qui louaient une villa d'hiver et désiraient rester seuls cachaient toujours un trouble besoin d'isolement. Aussi, cette femme, se masquant déjà le visage, devait-elle avoir pire raison que les autres. Elle n'apportait qu'une valise de cuir somptueuse, qu'il prit, la sentant plus lourde que son contenu. Cela ajouta à ses soupçons. Elle le suivit, lasse. Dans l'entrée, il appuya sur le commutateur, mais un court-circuit acheva le bref éclat de l'ampoule. Irrité, il frotta son briquet et descendit à la cave, où se trouvait le compteur. Là, il eut beau manœuvrer, le courant ne revint pas. L'humidité rampante avait une fois encore vaincu les fusibles. « Je vais prévenir l'électricien, » dit-il une fois remonté. Cette panne lui permettait de partir et de retrouver avant tout la paix du dehors. Certes noyée dans le crachin glacé, mais bien plus tranquillisante que le silence envahissant de l'inconnu. Il acheva toutefois son travail. Trouvant une bougie, il l'alluma et abrégea la présentation du rez-de-chaussée. Bien que ce fût son plaisir d'initier les nouveaux venus au labyrinthe des pièces. Ensuite, il reprit la valise et monta l'escalier conduisant à la chambre. L'inconnue suivait, lointaine dans son halo de tristesse, mais si proche, là, sur ses talons, qu'il se forgea un étau de menaces et s'y enserra jusqu'à peiner pour franchir les dernières marches. Enfin, il se raisonna et entra vivement dans la chambre qu'un feu de bois assoupi caressait d'une lueur paresseuse. Il s'empressa de le secouer à coups de tisonnier. Des pétillements hargneux craquèrent, qu'il recouvrit de bûches nouvelles. Lâchées à leur fin, les flammes se dressèrent et s'ébrouèrent de leurs escarbilles, jetant partout dans la pièce une clarté agitée. « Ce feu va vous éclairer. Le lit est fait. Si vous désirez une autre couverture. » Ainsi s'efforçait-il d'écarter de lui cette gêne croissante que la femme répandait. Comme de certaines fleurs inquiétantes émane un parfum sournois qui paralyse à leur approche. Il s'accrocha à vanter la vie qui, en été, animait cette demeure et le pays. C'est une maison de jeunes. Il faut l'imaginer à la belle saison, entendre rire ses enfants, aller voir danser, et les déguisements, les mascarades. Ah, ce n'est pas un endroit qui accepte l'hiver, ça, jamais. Assise sur le bord du lit, fixant les flammes, l'inconnue l'écoutait-elle. Il comprit que non. Après avoir soudé la bougie dans un endroit propice, il partit sans qu'elle tournât la tête. Alors, sur le mur, l'ombre de la femme se voûta soudain. Elle se laissa doucement sangloter, pendant que ses doigts effleuraient son visage d'étoffe à la façon de quelqu'un qui hésite à caresser la face d'un autre. Elle suivit le contour de son menton, s'attarda à ses joues, évita de toucher son nez et ses oreilles comme s'ils étaient fragiles. Partout
où, à la suite de ce cruel accident, elle se sentait un horrible masque façonné avec d'inégaux morceaux de chair découpés, pris ailleurs sur son corps et apiécés, soudés là, afin de la rendre à peu près supportable. Ils m'ont dit que mes traits revivront. Ils m'ont affirmé que je reviendrai tel qu'avant. Mais pourquoi ont-ils parlé de miracle ? Elle se leva, alla à la fenêtre qu'elle ouvrit. Un long doigt de vent siffleur entra qui s'empressa d'effeuiller le reste du calendrier, décollé par l'humidité, arrêté à septembre, rattrapant le temps passé, prêt à achever aussi vite, si on le lui donnait, celui d'une entière vie humaine. Ils ont figé mes lèvres, cousu mes joues, mon nez. Je le sens bien. Ils ont fait de moi une morte vivante, obligée de se fuir, de fuir vainement cet autre dont je ne veux pas. Que tout était hostile et noir pour elle. La magnifique, le soleil de millions d'admirateurs qui, en ce moment même, partout dans le monde, étaient émerveillés par la grâce de son corps souple et exaltés par l'incomparable beauté de son visage, inlassablement répété sur les écrans. Elle, venue se cacher ici avec cette nouvelle elle incrustée dans sa chair et inséparable, mais encore ignorée. On ne la lui montrerait que dans un mois. Le temps pour la chance, celui pour s'accoutumer au pire. Mais elle ne pouvait plus attendre. Elle voulait savoir tout de suite. Là où, autrefois, petite fille, elle passait des vacances insouciantes, enfant vive et gaie, déjà si belle, avec ses longues nattes blondes, si jolies avant. Avant, oh mon Dieu, seriez-vous parfois impitoyable à ce point ? Décidée au supplice de vérité, elle chercha un miroir. Sur le panneau supérieur d'une porte sans poignée, il l'attendait. Elle jeta sur le lit sa lourde fourrure et, s'approchant du miroir, enleva le châle posé sur le bandage clair, son troisième et momentané visage, aume de coton juste fendu d'un trait hostile, par où elle restait encore à peine liée au monde. Et, déroulant, elle commença à se délivrer au risque de mieux se torturer. Son courage cessa lorsqu'il ne resta plus que quelques tours. Elle s'arrêta et ferma les paupières aussi fortement qu'elle serra ses poings pour, soudain, frapper cette glace qui, cynique, attendait de la détruire. Frappant à la briser, elle n'eut pas à finir d'ôter le bandage. Il tomba de lui-même, la laissant avec une sensation de nudité jamais encore ressentie. Elle regarda fort et se vit, ou plutôt elle vit celle qu'ils avaient fait d'elle, ce visage de chair couturée et inégalement fondus ensemble, sillonnés de rides profondes, monstrueuse vérité qu'elle fixait, hébétée comme si ce spectacle était sa plus belle réussite de comédienne. Enfin son regard se voila d'un opaque désespoir. Alors, elle qui vénérait la mer n'eut qu'à la rejoindre et la prendre pour tombe. De traverser solitaire la plage abandonnée, en d'autres temps couverte d'une foule de baigneurs heureux, ne lui fut même pas pénible, puisque déjà, au temps de son enfance, elle avait une fois commencé à se noyer là-bas, vers les récifs. Maintenant, 15 ans après, il ne lui restait plus qu'à achever. Lorsque le gardien revint avec l'homme de l'électricité, celui-ci rétablit aussitôt le courant. Enfin, ils montèrent prévenir la locataire qu'elle pouvait en user. Le gardien frappa à plusieurs reprises, mais n'obtenant pas de réponse, étonné, il se risqua à entr'ouvrir la porte. La chambre était vide, la fenêtre large ouverte. Ils entrèrent et éclairèrent. Ni le lit, ni la valise n'avaient été défaits. La fourrure de l'inconnu gisait sur le lit. Apercevant alors le châle tombé à terre, entremêlé avec une longue bande à pansement, le gardien alla les ramasser, et s'étant relevé face au miroir,
Il poussa un tel cri d'effroi que son compagnon en resta saisi sur place. Dans la profondeur du miroir, qui était redevenu simple verre transparent en perdant son teint, tombé par larges plaques, sans doute à la suite de chocs, se voyait, horriblement net, sans méprise possible, un visage de cadavre, verdâtre et tailladé, en état de décomposition, effroyable révélation d'un crime resté caché là. Enfin, s'étant ressaisis, poussés par le courage des curieux, ils réussirent à forcer la porte au miroir. Un étroit placard, ignoré du gardien, se trouvait derrière. Ce dernier regarda à l'intérieur et sa répulsion disparut aussitôt. « Ça alors !» s'exclama-t-il sourdement. Étendant son bras, sans crainte ni dégoût, il décrocha d'une patère un mannequin de grande taille, gonflé de varech et vêtu d'étoffes moisies. Quant à ce réaliste masque de carton qui lui servait de visage d'un autre monde et arrivait juste à hauteur du miroir, souvenir d'une époque où, carnaval, s'accommodait généreusement de toutes les laideurs, il tomba à terre avec une légèreté de feuilles mortes. À l'aube, la mer descendante, rageuse de houle, abandonna par force son corps entre les récifs jaillis sur la plage immense et blême. Des ramasseuses de coquillages le perçurent de loin, comme crucifié, semblable à une géante étoile de mer. Elles s'approchèrent et virent que c'était une svelte étoile humaine, noyée de mer, posée à plat ventre sur la pierre coupante. Des pêcheurs accoururent et dégagèrent son pied nu, blessé, pris entre deux roches. Ils la retournèrent, l'allongeant sur le dos. Aussitôt, les femmes s'agenouillèrent, poussées non seulement par le respect dû à la mort, mais par la poignante émotion qu'elles ressentirent en découvrant sur ce visage la beauté surpassée jusqu'à l'impossible. À leur tour, béret en main, les hommes se figèrent, saisis par une vertigineuse sensation de divinité. Et tous ceux qui vinrent ensuite furent, l'un après l'autre, frappés d'émerveillement. Elle ressemble, osa enfin quelqu'un, elle ressemble à celle qu'on voit au cinéma. Ouais, peut-être, lui répondit-on dans un murmure de vénération. Mais celle-là est encore plus belle.